Bonjour chers auditeurs, nous sommes à la troisième vidéo et dernière vidéo de la prédication sur les chemins de succès et la réussite. Avant de continuer, je vous inviterai à améliorer la qualité de la vidéo si elle est floue en choisissant une meilleure résolution dans les paramètres vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons établi l'équation du succès comme suit. Succès plus conséquence égale volonté plus effort plus imprévu. Cette équation est juste une métaphore pour dire que le succès dépend de votre volonté créant de l'action soutenue par un effort ayant résisté aux imprévus, et ce succès a des conséquences. Avant de poursuivre, j'aimerais vous faire remarquer que la volonté est un terme capital dans cette équation. Vous pouvez espérer réussir, mais cela restera de l'espérance pure si vous n'avez pas assez de volonté pour passer à l'action. Le point de départ de tout, c'est une volonté suffisante pour passer à l'action. Nous nous sommes donc donné la tâche d'analyser ensemble, sans tabou, de notre point de vue, 4 voies qui mènent à des succès. Le mysticisme, le sexe, le travail primordial, le travail dans la grâce. Pour tous ces éléments, nous étions convenus de passer par un raisonnement inductif, c'est-à-dire partir de faits qui ont été vécus et entendus afin d'illustrer les chemins en question et ouvrir la voie à des perspectives. Dans la précédente vidéo, nous avons étudié les voies de succès par le mysticisme et le sexe. Vous voulez avoir accès à cette vidéo? Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, dont le lien est en commentaire. Cependant, si vous lisez cette vidéo sur YouTube, cliquez sur la boîte de dialogue en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, parlons du travail primordial et du travail dans la grâce. J'appelle travail primordial le travail classique que tout le monde connaît, à savoir être fonctionnaire, être entrepreneur, être employé dans le privé, etc., voire toute activité professionnelle reconnue légalement. Le travail peut mener au succès, mais comment? Parlons donc de Donald Trump, son père Fred Trump et son grand-père Frédéric Trump, 3 hommes dont le travail a mené à de hauts sommets. Les données que je diffuserai à la suite ont été possibles grâce aux articles des sites lefigaro.fr consultés en août 2015 et Paris Match consulté en novembre 2016 et Wikipédia. Aux estimations de 2015, le magazine Forbes estimait la fortune de Donald Trump à 4 milliards de dollars, soit environ 2360 milliards de francs CFA. Toujours en 2015, Donald Trump a publié sa déclaration de biens actifs et dettes dans un formulaire envoyé à la Commission fédérale électorale des États-Unis. Selon le document, le milliardaire a gagné hors revenu du capital, loyer et royalties la somme de 362 millions de dollars en 2014, dont 27 millions tirés de la vente d'actions. Il a également affirmé tirer sa richesse de 515 fonctions et 168 sources de revenus différentes, le tout s'ajoutant à la propriété de 23 biens immobiliers, chacun estimé à environ 50 millions de dollars. Des chiffres qui font tourner la tête et un succès en affaires qui s'est imposé comme son principal argument électoral. Mais comment a-t-il fait? Donald Trump a construit la quasi-intégralité de sa fortune dans le secteur de l'immobilier, où il met un premier pied avec son père, gérant d'une société de promotion immobilière. Il met en place progressivement son propre business
en investissant massivement dans le logement locatif dans le quartier new-yorkais de Manhattan. Amoureux de catch, Trump a également injecté énormément de fonds dans le domaine du divertissement. À cet effet, le milliardaire est également producteur et animateur de The Celebrity Apprentice, une émission de télé-réalité diffusée sur NBC et sur M6. Le but? Mettre en scène des Américains cohabitant dans la Trump Tower et juger de leur bonne ou mauvaise gestion. Une activité qui lui rapporte près de 15 millions de dollars par épisode. Comme vous le constaterez, Donald Trump a beaucoup investi dans les affaires rentables. C'est ce qui a construit sa fortune. Mais, contrairement à tout ce que tout le monde pense, Donald Trump n'est pas parti de rien. Il avait des fonds hérités de la fortune familiale qu'il a investie. En effet, au décès de Fred Trump, père de Donald Trump, la fortune de la famille Trump est estimée à près de 300 millions de dollars. Naturellement, Donald hérite d'une bonne partie et va continuer l'œuvre de son père. Mais, le papa Fred Trump, comment a-t-il fait? Fred Trump a aussi hérité d'une fortune familiale acquise dans l'immobilier à la mort de son père en 1918 et l'a fait fructifier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fred travaille pour la Navy et construit des bâtiments. Une idée lui vient alors, investir dans l'immobilier comme son père, mais avec un monopole. La guerre est finie, il est temps pour lui de préparer son plan de bataille pour New York et ses environs. Il construit 2700 appartements à Coney Island dans les années 50, 3800 en 1960. Fred rachète ensuite le Steeplechase Park, revenant à la ville de New York, et en moins de 30 ans, la fortune des Trump a plus que triplé. Que dire du père de Fred Trump et grand-père de Donald Trump? C'est lui qui vraiment à partir de rien a bâti l'empire. C'est un homme d'affaires américain d'origine allemande du nom de Frederick Trump, né Friedrich Trump le 14 mars 1869 à Kolstadt dans le royaume de Bavière en Allemagne. Frédéric Trump a 16 ans en octobre 1885 lorsqu'il émigre de l'Allemagne à New York et débarque dans le centre d'accueil des immigrants de Castle Clinton. Dès le lendemain, il trouve un emploi de coiffeur et c'est le point de départ de l'histoire d'un futur fortuné. En 1891, il décide de tenter sa chance dans l'Ouest et se rend à Seattle dans l'État de Washington. Avec ses petites économies, il rachète un restaurant, The Poodle Dog, en français ça veut dire le caniche, qu'il rebaptise The Dairy Restaurant, c'est-à-dire un restaurant laiterie, en rapport aux activités qui sont pratiquées dans ce restaurant. C'est ainsi que Frédéric Trump va successivement revendre et acheter des restaurants de plus en plus rentables jusqu'en 1900 où il établit le White House Restaurant, un inn à White House. L'édifice, transbordé par barge, est opérationnel dès juin sur Front Street. Le restaurant possède le plus grand fourneau de la région et prépare quotidiennement plus de 3000 repas. Frédéric Trump en profite pour y ouvrir un casino où se ruinent les mineurs. Frédéric Trump est devenu un homme aisé. Sa femme met au monde en octobre 1905 le père de Donald Trump, puis en août 1909, après la naissance de son troisième enfant, John George. Le 21 août, la famille déménage dans un quartier de classe moyenne du Queens ou des Venn, où Frédéric a commencé à développer des affaires dans l'immobilier. Trump investit dans l'immobilier sur Jamaica Avenue à Woodhaven. L'empire immobilier a débuté. Frédéric Trump mourra en mai 1918 de la grippe espagnole, laissant à sa famille une fortune de 31 359 $, ayant la même valeur à l'époque que 497 700 $ de 2016.
Elizabeth Grace Trump et son fils Fred Trump poursuivront les projets d'investissement immobilier à New York et vont fonder la société Elizabeth Trump Son, qui deviendra dans les années 80 la Trump Organization, dirigée par Donald Trump. Analysons les actions de Trump avec l'équation du succès en vue. Succès plus conséquence égale volonté plus effort plus imprévu. On y va. Vous remarquerez que les trois générations ont eu le même mode d'emploi: investir leur fortune afin de la rendre plus grande. Leur volonté les a poussés à l'action d'investir. Mais ils n'ont pas fait comme tous les investisseurs. Ils ont fait chacun quelque chose de particulier. La volonté de Fred Trump l'a poussé à rechercher le monopole, ce qui est là une vision audacieuse. Vous ne pourrez jamais atteindre un objectif si vous n'avez pas un standard de réussite audacieux. Celui qui veut vendre des oranges dans son quartier seulement aura peu de chances d'être aussi prospère que celui qui a pour ambition de livrer des oranges à tous les restaurants d'Abidjan pour leur dessert. Votre capacité sera toujours limitée à la taille de l'objectif que vous vous fixez. Rêvez grand, voyez l'impossible afin d'atteindre le plus que possible. Le premier point dans l'équation de succès par le travail primordial est une volonté de grande ambition. Ensuite, Fred Trump, tout comme Donald Trump le fera par la suite, a pris le temps de planifier comment monopoliser le marché de l'immobilier. Ensuite, il s'est lancé avec tous les risques et incertitudes possibles. Leur effort a été de passer à l'action après avoir planifié. Combien de projets restent des idées sur papier parce que nous manquons d'audace pour passer à l'action? Nous attendons en effet d'avoir toute la somme calculée avant de débuter. Or, avec le peu que nous avons, le tiers même, nous pouvons débuter quelque chose qui se transformera progressivement en ce que nous voulons. Un principe de vie sur Terre découvert par Lavoisier dit: rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est le principe de la conservation de la matière. Votre richesse est la transformation de vos efforts et d'un minimum de moyens. C'est une chose remarquable spécialement chez Donald Trump. C'est son effort soutenu par sa ténacité. En effet, il a échoué plusieurs fois, mais il a toujours su rebondir. Et c'est ce qui lui a donné la cote aux États-Unis. Savez-vous que Donald Trump possède à ce jour 3 casinos qui ont déjà fait faillite 4 fois depuis les années 90? Vous voyez, c'est juste la peur de ne pas pouvoir se relever après les échecs qui nous empêche de passer à l'action. En effet, nous sommes incapables de contrôler l'imprévu. Oui, le plus grand imprévu du travail primordial est manifesté dans le terme risque. Oui, vous pouvez investir et tout perdre, passer de riche à pauvre en 24 heures. Comment lutter contre l'imprévu? Il n'y a pas de remède dans le travail primordial, juste réduire l'occurrence des risques par une bonne planification de ce que l'on veut faire et des bilans et analyses de notre activité périodiquement afin de se rendre compte des dangers qui nous guettent. Même en étant employé pour quelqu'un, cette analyse et ces bilans sont valables si nous voulons devenir mieux que ce que nous sommes. Le second remède est de ne pas se décourager lorsqu'arrive l'échec. Il faut avoir les nerfs à l'image de Donald pour aller de plus belle, poser les actes qu'il faut, sachant qu'ils ont des conséquences. Mais attention aux conséquences de nos actes. En 2013, Donald Trump fut condamné par la justice américaine à une amende de 40 millions de dollars, c'est-à-dire 23 milliards de francs CFA, pour avoir fondé une université sans accréditation de l'État. Entre 2005 et 2011, plus de 5000 Américains ont été abusés en dépensant 40 millions de dollars pour assister au cours de la Trump University. Les conséquences du travail primordial résultent des voies usées lors des efforts pour atteindre son objectif.
Si vous escroquez des gens, vous êtes exposé à perdre votre image de confiance et ou à la prison. Si vous faites des efforts physiques à l'excès, vous vous exposez à des problèmes de santé avec le temps. Si vous n'avez que du temps pour vos activités professionnelles au détriment de votre foyer, demandez la conséquence aux hommes mariés ou aux femmes mariées. Alors, l'exercice que je vous donne est d'analyser tous les moyens que vous utilisez dans vos efforts pour atteindre vos objectifs et de prévoir leurs conséquences afin d'actualiser vos moyens. Voilà ainsi présenté le travail primordial et son contexte. Mais le secret est que toutes ces lois du travail primordial proviennent du travail dans la grâce. Les mêmes lois s'appliquent, mais la source, c'est le travail dans la grâce. Parlons donc du travail dans la grâce. Ce n'est rien d'autre que le travail primordial réalisé par une personne qui a les valeurs et les avantages de la grâce de Dieu. Le travail dans la grâce se manifeste à la base par les mêmes lois que le travail primordial, car ce sont des lois de vie sur terre, établies par Dieu au profit de tout homme sur terre. Le roi David ne dit-il pas en Psaume 148, verset 6 « Il a donné des lois et il ne les violera point. » La volonté et l'action pour l'accomplissement dont on a parlé dans le travail primordial proviennent bien des principes bibliques. Rappelez-vous que nous avons dit que vous ne pouvez espérer réussir et cela restera de l'espérance pure. Si vous n'avez pas assez de volonté pour passer à l'action, eh bien la Bible dit la même chose. D'abord, elle parle d'espérance. Dans Jérémie 29, 11, comme suit, car je connais les projets que je vous ai formés, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance, la volonté. Et ensuite, Paul parlera de l'action qui vient après l'espérance, après la volonté. En Éphésiens 2,10, il dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a fait des projets, c'est l'espérance, la volonté, et nous les pratiquons, c'est l'action. Ces deux versets nous permettent de comprendre que les projets prévus ne restent que de l'avenir et de l'espérance jusqu'à ce que nous passions à l'acte en les pratiquant. C'est l'action qui amène à l'existence physique toutes nos espérances. Nous avions aussi parlé du principe de planification bien présent dans les paroles de Jésus en Luc 14, verset 28, en disant « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Ou 2 versets plus tard, il dira encore « Quel roi, s'il va faire à la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ?» On a parlé aussi de se relever après des échecs dans le travail primordial. C'est aussi une valeur qui tire sa source de la Bible. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob, l'ancêtre des Juifs, qui a travaillé pendant 7 ans pour un but qu'il n'a pas atteint et a décidé de travailler 7 ans supplémentaires pour atteindre finalement son objectif. Il s'est relevé après l'échec, il a été tenace. Moïse, qui s'est présenté plus de 10 fois devant Pharaon et a échoué à chaque fois, lui fait entendre raison de laisser passer libre les esclaves israélites. Il ne s'est pas découragé, il a continué. David, lui-même le grand roi, a été en fuite devant son beau-père dans son histoire de sa quête au trône. Et même plus tard, il a été détrôné et pourchassé par son fils avant de récupérer son trône à nouveau. Tous des exemples de ténacité. Mais dans le travail primordial, nous n'avons pas trouvé de solution définitive à l'imprévu. Eh bien, le travail dans la grâce est la seule voie du succès dans laquelle l'imprévu est contrôlé. Les chrétiens font confiance en leur Père comme maître des temps et des circonstances et maître de l'inconnu, comme le dit le prophète Daniel en Daniel 2, verset 21 à 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché
Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ceci pour dire que les imprévus des chrétiens sont gérés par leur Dieu et ils n'ont rien à craindre. Le travail dans la grâce est plus sécurisé que le travail primordial, car à toute planification anti-risque que le chrétien fait s'ajoute la main de Dieu, comme écrit en Proverbe 21, verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Enfin, la plus belle part apportée par le travail dans la grâce est l'apparition d'un facteur alpha qui multiplie les résultats des efforts des chrétiens. Vous verrez parsemés dans la Bible des termes de bénédiction par Dieu que sont « je multiplierai » ou « je bénirai le fruit de tes mains ». Le Père des chrétiens manifeste son action par la multiplication de leurs efforts et appelle cela la bénédiction. Et puisque les conséquences sont le résultat de la nature des efforts de production du résultat, alors les conséquences du travail dans la grâce sont inévitablement des conséquences bénies. C'est pourquoi le richissime roi Salomon dira en Proverbe 10, 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et c'est là la réussite, c'est là le bon succès. Un succès avec des conséquences dépourvues de tout chagrin et de toute noirceur. Ce genre de succès, c'est-à-dire le succès par le travail dans la grâce, est le seul succès valable dans la Bible. Car si vous faites des recherches, la Bible ne fait pas de différence entre succès et réussite, car selon les principes bibliques, tout succès devait être une réussite. Mais c'est l'homme qui a perverti le succès et a fait naître le mauvais succès en utilisant des moyens corrompus, engendrant des conséquences néfastes. Le succès dont parle la Bible est aussi le seul environnement de succès qui garantit des retombées éternelles du salut de l'âme. Jésus a mis les hommes en garde contre les succès qui se limitent à notre existence finie, en disant en Matthieu 16, 26 que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme. Pensez-y. Nous sommes enfin au terme de notre travail sur les chemins du succès et nous avons parcouru les voies du mysticisme, du sexe et du travail. À vous de faire le meilleur choix et par-dessus tout d'apprendre à analyser chaque voie de succès que vous empruntez à travers l'équation du succès. Succès plus conséquence égale volonté plus effort plus imprévu. Et en vous posant au moins les 4 questions suivantes. Ai-je une volonté suffisamment ambitieuse? Suis-je prêt à passer à l'action? Quelle est mon assurance vis-à-vis des imprévus? Quelles seront les conséquences des moyens que j'utilise? À la prochaine vidéo qui parlera des solutions pour une société en effondrement dans 6 semaines.